Bonjour et bienvenue dans cette 5e édition de la rentrée digitale. Nous commençons notre deuxième journée avec Anne Goder, responsable du tourisme et médias de l'Office de tourisme du Cotentin, qui va nous présenter sa conférence sur l'e-réputation et le tourisme. Alors bonjour à tous, je vais lancer la présentation. Donc oui, je suis donc Anne Goder, je suis donc responsable e-tourisme et marketing digital au sein de l'Office de tourisme du Cotentin. Donc je vais déjà vous présenter un peu notre territoire avant de commencer à parler de réputation. Donc nous, on est loué suite à la loi NOTRe, à la fusion des communes nouvelles à Charbourg en Cotentin. Maintenant, on dépend de l'agglomération du Cotentin. Donc là, je vous présente le territoire. Et donc, on est de Port-Bail jusqu'à Sainte-Mère-Église. Sainte-Mère-Église ne fait pas partie de l'agglomération de Cotentin, mais on a signé une convention avec eux pour pouvoir communiquer sur leurs prestations. Donc, on est 7 bureaux d'information touristique permanents, Cherbourg, Barfleur, Saint-Va, Balogne, La Hague, Barneville et Port-Bail. Donc, l'Office de tourisme est une SPL, une société publique locale, et donc nous sommes 60 salariés du droit privé, avec un budget, un beau budget. On a conscience qu'on est un bel office de tourisme, on est le plus gros de Normandie et un des plus gros de France, du fait du territoire qui est très très élargi de la fusion de tous ces offices de tourisme initialement avant la loi NOTRe. Et donc, on a un budget de 5 millions de budget qui est réparti à 80% à hauteur de subventions, dont l'agglomération et quelques-unes autres, mais vraiment l'agglomération essentiellement du Cotentin, et 20% d'autofinancement. On est aussi une agence réceptive, donc on peut commercialiser des produits touristiques ainsi que de la billetterie de la boutique, mais j'en parlerai aussi plus tard. Et donc, on récolte aussi la taxe de séjour. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la taxe de séjour, c'est quand vous allez en vacances dans un hébergement marchand, vous payez en général à peu près en moyenne 1 € la nuit. Et donc, cette taxe de séjour, c'est nous qui la récoltons, qui la cédons à l'agglomération, qui d'ailleurs répartit donc une partie de subventions pour l'office de tourisme et d'autres pour des actions à but touristique. Et cette fusion a été effective en 2018 et rapidement, on a choisi de créer une marque de destination qu'on appelle Cotentin Unique en Nature, que j'espère vous connaissez tous parce qu'on a largement communiqué dessus depuis. On va d'ailleurs même la faire évoluer dans les mois à venir. Donc c'est une marque de territoire, de destination qu'on utilise sur tous nos supports de communication, qu'ils soient web, print, PLV et j'en passe. Donc, ces 60 salariés sont répartis sur plusieurs services. Un office de tourisme, on a souvent tendance à nous dire, ah bah, c'est qu'un bureau, un accueil. En fait, non. Dans les 60 salariés, il y a à peu près un peu plus de 15 personnes qui sont des conseillers en séjour, donc qui sont à l'accueil des publics, vraiment la vitrine de l'office de tourisme quand les touristes sont sur place. Mais avant de les faire venir sur place, on a pas mal d'actions à mener et beaucoup de services sont répartis au sein de l'Office de tourisme. Donc il y a un PDG qui est le président de l'agglomération. Il y a une directrice exécutive et en dessous il y a donc 5 pôles qui est un pôle administration, finance, RH avec une petite dizaine, 8 personnes, hein, ça va de la compta au salaire, aux formations et tout ce qui suit. Un pôle ingénierie et observatoire avec 2 personnes, une personne qui est vraiment dédiée à tout ce qui est analyse, études, statistiques, je vous en parlerai aussi un peu plus tard, et une autre qui en ce moment travaille sur le label Green Destinations, sur lequel l'Office du tourisme va se positionner. On a un service communication qui est très conséquent. Comme je le disais tout à l'heure, on a un agrément de tourisme, on est une agence réceptive, donc on peut vendre des séjours, mais pas que. On vend aussi beaucoup de billetterie, qui soit de la billetterie conventionnée avec des structures qui proposent des animations tout type, et aussi de la billetterie animation de notre fête. On a dans le service une équipe animation qui met en place organise des visites guidées et qui les anime. On a aussi un service croisière. On accueille en moyenne 50 paquebots de croisière à Cherbourg. C'est une activité qui est très intéressante aussi pour l'économie locale. Donc là, on a deux personnes qui sont dédiées à l'accueil des croisiéristes et qui travaillent aussi pas mal sur la prospection auprès des compagnies de croisière pour qu'ils les donnent envie de venir à Cherbourg.
J'ai inversé, excusez-moi, je parle de commercialisation. Alors, je vais parler de communication maintenant, où là, moi, je suis dans ce service. On est 8 personnes. Moi qui suis donc dédiée au service e-tourisme et marketing digital. On est 3 personnes, dont une personne qui est en alternance d'ailleurs chez vous en ce moment au groupe film. Et le service communication, édition, print et marque qui s'occupe essentiellement de nos outils de communication print. Et enfin, je disais, un service accueil des publics qui là est dédié vraiment à l'accueil et sont une quinzaine de personnes réparties sur 7 bureaux permanents, mais aussi de l'accueil hors les murs l'été et des bureaux temporaires sur la saison. Et donc on est en pleine démarche qualité. On a été qualifié Office de tourisme catégorie 1 l'année dernière et donc tous ces services sont en démarche qualité pour vraiment être le mieux possible. J'ai oublié aussi qu'on avait un service filière qu'on a réparti dans le service numérique qui est dédié aux filières telles que la randonnée. On a 2 chargés de mission randonnée avec qui on travaille beaucoup sur la communication, par exemple. C'est une filière qu'on valorise fortement dans le Cotentin. Donc, en 2023, pour avoir un peu conscience du flux de passage de touristes sur le territoire, donc là, ce sont des chiffres extraits de Fluvision, qui est une antenne d'Orange qui connaît les fréquentations d'un site via les connexions des gens au téléphone. Oui, on peut aller très très loin sur les recherches. Et donc, on a connaissance des gens qui sont venus sur le territoire et de surtout s'ils sont passés la nuit, s'ils sont allés d'où ils viennent et quand est-ce qu'ils repartent. Donc, on a eu 10,2 millions de nuitées. Donc là, c'est une donnée de la taxe de séjour et 3,5 millions de touristes. Donc, les touristes sont ceux qui restent au moins une nuit sur le territoire et 6,3 millions d'excursionnistes. Donc là, ce sont les personnes qui viennent à la journée, donc plutôt des touristes de proximité, on va dire de Normandie ou Nord-Bretagne. Je pourrais vous donner, si vous voulez, plus tard des statistiques fréquentation français internationaux qui sont différents s'ils sont touristes ou excursionnistes du fait des nombreux croisiéristes qui viennent à la journée en escale à Cherbourg. Donc la stratégie de l'Office de tourisme, on l'a calquée sur le cycle du voyageur. On s'est vraiment positionné comme ça avant sa venue, pendant qu'il est sur place et après quand il est reparti. Donc avant sa venue, tous nos services font un travail quotidien de coordination et de structuration. On structure l'offre. Par exemple, je parlais de la filière randonnée, il faut baliser les chemins, nettoyer, surveiller que tout est bien correctement fait pour pouvoir accueillir les touristes. On travaille aussi beaucoup avec les socioprofessionnels, hein, des prestataires qui sont des hébergeurs, des restaurateurs, des activités de loisirs, des musées. Et on a vraiment un service de 3 personnes dédiées à ces relations avec les sociopros pour vraiment structurer l'offre. Il y a un gros suivi avec eux pour pouvoir les sensibiliser sur différents points et nous travaillons avec une base de données départementale qui s'appelle Tourinsoft, où les prestataires saisissent toutes leurs informations qui nous servent pour tous nos supports. Donc là, moi, je parlais du numérique, mais tous nos supports, on a les informations de toutes les offres touristiques du territoire. Donc avant le séjour, là c'est vraiment notre sujet à nous, la communication essentiellement web, c'est influencer et promouvoir, d'où nos actions sur Internet avec le site Internet, les réseaux sociaux, où vraiment le but est de donner envie aux gens de venir, à les inciter, les inspirer, mais aussi sur des salons à Paris et des actions aussi un peu plus rarement à l'étranger. Donc, avant et pendant le séjour, on accompagne et on informe. Donc là, c'est soit sur les réseaux sociaux, soit sur notre web application de séjour, soit directement sur le terrain, dans les accueils, où vraiment on donne toujours envie aux visiteurs de venir et quand ils sont sur place, d'en faire beaucoup plus. Et après le séjour, on revient sur le sujet influencer et promouvoir, où là, eh bien, on ne les laisse pas partir comme ça. On espère qu'ils vont revenir, au moins qu'ils partagent des choses sur le Cotentin auprès de leurs amis, et on fidélise via des newsletters et des workflows, des marketing automation.
Et enfin, observer, analyser, donc on a un service dédié à ça, hein, et on récupère pas mal de chiffres pour pouvoir analyser nos actions. On suit les tendances aussi du moment pour voir un petit peu comment on peut s'y coller. Et on fait des études de notoriété et d'image, par exemple, on est en train d'en faire une sur notre marque, pour pouvoir repartir sur le cycle du voyageur et coordonner, structurer et surtout influencer. Donc, en ce qui concerne notre écosystème numérique, mes missions au sein de l'Office du tourisme, je vous mène quand même quelques chiffres pour que vous ayez un petit peu conscience de tout ce qu'on fait. Donc, on est présent sur les réseaux sociaux, donc Facebook avec 66 000 fans, plus, Instagram avec 22 000 fans, TikTok, ça fait à peine plus d'un an qu'on s'est mis sur TikTok, du fait qu'on ait une stagiaire, une internaute avec nous, qui a vraiment très bien travaillé sur TikTok, parce qu'on est déjà à 6 000 fans en l'espace d'un an, avec des posts qui génèrent plus de 500 000 vues. Et on est aussi actif, et de plus en plus actif sur LinkedIn, qui est vraiment important aussi pour nous. On est présent sur Twitter, j'ai pas mis sur X parce que on ne sait pas encore si on va y rester, on le garde, mais c'est pas vraiment un réseau social pour nous qui est important. Et on a aussi YouTube et Vimeo, mais c'est pareil, c'est juste pour mettre des vidéos pour l'instant, on n'y est pas très actif pour l'instant. Chaque réseau social a sa cible. On ne poste pas les mêmes choses sur les 4 réseaux. Il peut y avoir des choses assez similaires entre Facebook et Instagram, mais non, ce ne sont pas les mêmes cibles quand même. On mène des actions aussi de campagne sponsorisées sur ces deux, sur Meta. TikTok, on peut penser que ce sont des jeunes, mais pas que, parce que ceux qui interviennent sur nos posts ne sont pas toujours des jeunes. Selon le discours, on sait que ce ne sont pas des jeunes automatiquement. Donc, c'est un réseau intéressant, positivement intéressant, mais il faut vraiment savoir communiquer dessus. Et LinkedIn, c'est plutôt performant aussi, on voit que ça prend pas mal. Là, on est plus sur du pro, mais c'est pas mal aussi de l'utiliser pour faire savoir les actions que l'on mène ou partager des choses, des tendances du moment sur lesquelles on s'adapte. Le site web, encotentin.fr, je vous laisserai aller y faire un tour après. Donc, on avait fait un site internet à la naissance, à la création de l'Office du tourisme en 2019, qui était essentiellement un site portail, séduction, qui était déjà très très bien, mais qui n'a pas répondu à toutes les attentes depuis l'évolution des tendances de consommation et surtout depuis le Covid, où on n'était pas très performant dans l'acte d'achat. Donc, on a créé un nouveau site après une analyse UX qu'on a fait faire au début d'année, où effectivement, nous avons été confirmés sur le fait que l'expérience utilisateur n'était pas assez optimisée pour pouvoir vendre des prestations en ligne. Donc, nous, on vend en ligne de l'hébergement, de la billetterie et bientôt du produit boutique. Donc, on a fait travailler cette personne sur l'analyse UX. On s'est fait aider d'un consultant en référencement et on a fait évoluer notre site. Là, il est en ligne depuis le 1er août. Et donc, sur l'année 2023, nous étions à 1 400 000 visites et à plus de 3 millions de pages vues. Et apparemment, on augmente encore. Là, on a regardé les stats et on est à plus, on risque d'être à plus 15-20% cette année encore de chiffres. Donc, on a beaucoup, beaucoup de pages, mais c'est un site qui est plutôt performant pour nous, qui est un bon outil pour nous pour communiquer. On n'a pas que ça, on a aussi un parc de webcam qui est une des pages les plus vues du site. Pas la page la plus vue du site. Là, on est vraiment sur une cible locale qui veut voir s'il y a des vagues. Concrètement, c'est plutôt des pratiquants d'activités nautiques. En ce moment, on en a une qui est un peu en rade et on a beaucoup, beaucoup de messages de personnes qui attendent impatiemment qu'on répare la webcam. Et on est aussi sur une cible d'expatriés, des personnes qui viennent du Cotentin, qui n'habitent plus là, mais qui ont besoin de leur petite dose du Cotentin quotidien. Et on a aussi la chance que les télévisions, style BFM TV par exemple, je ne sais pas s'il faut regarder BFM TV, et des fois vous voyez des images quand ils parlent de la météo, donc on parle quand même souvent de la météo dans le Cotentin, et très souvent ils diffusent nos images, qui sont nos webcams. En fait, on travaille avec ViewSurf, qui a une convention avec BFM et d'autres chaînes de télé, et donc on voit très souvent les images du Cotentin, et ce sont nos images de nos webcams. Pour tous ces outils de communication, on a besoin d'une médiathèque conséquente et surtout mise à jour régulièrement.
Comme je disais, on retravaille en ce moment sur une refonte de la marque. Donc, on garde la marque, mais on va la faire un peu évoluer. Donc, on a fait des études auprès de Parisiens essentiellement sur l'image qu'ils ont du Cotentin. Et jusqu'à maintenant, on avait beaucoup de photos sur des paysages, waouh, c'est beau, c'est super, des cieux bleus, nuageux, mais vraiment à chaque fois, vraiment des paysages. Et on a pris conscience suite aux études que, en fait, les prospects trouvaient ça très très beau, mais avaient peur parce qu'ils se disaient mais attendez, c'est super beau chez vous, mais il n'y a personne en fait, donc on va s'ennuyer. Donc on est en train de retravailler sur toute notre photothèque en mettant de l'humain qui vit de l'expérience, en montrant que les locaux ici vivent bien dans le Cotentin, qu'il fait bon vivre ici et qu'on vit des expériences uniques en Cotentin. On fait aussi beaucoup de vidéos, donc on monte des vidéos avec des réalisateurs locaux, mais on demande aussi beaucoup de rush. On manque toujours cruellement d'images pour les réseaux sociaux, pour faire des reels ou des stories. Donc on a commandé beaucoup de rush à des vidéastes locaux. Et pareil, les médias, les chaînes de télévision nous demandent souvent des images. Donc pareil, la semaine dernière, il y avait des images sur TF1 par exemple, il y avait des images qu'on leur a envoyées sur des régus. Enfin, beaucoup de télévisions nous demandent des images du Cotentin. Donc, comme ça, au moins, nous, on peut gérer l'image qu'on dégage et on en préfère envoyer les images à nous plutôt qu'ils fassent eux-mêmes et qui, des fois, ne sont pas les bons sites. Et depuis un peu plus d'un an maintenant, non, un an même, on a monté une chaîne de podcasts. Donc là, on est en train de faire plusieurs séries de podcasts. La principale série s'appelle Les Pincés, où ça dure à peu près 25 minutes et on interviewe des personnalités locales, donc soit des passionnés de sport, soit des artisans, soit des photographes. On fait des interviews où on leur demande leur coup de cœur en Cotentin, qui parlent de leur métier et qui nous content un petit peu leur Cotentin. Le but, c'est non seulement de toucher une autre cible, mais aussi de valoriser des personnalités locales qui peuvent nous raconter leur Cotentin et à toucher plusieurs personnes selon l'affinité. Donc je disais, on a aussi une web application qui s'appelle Nestor en Cotentin, qui là vraiment est un internet de séjour, avec laquelle les personnes sur place, autour d'eux, peuvent savoir quels sont les restaurants ouverts au moment où ils se connectent à 5 km autour d'eux, avoir connaissance des horaires des marées et aussi, par exemple, télécharger, récupérer un circuit de randonnée. Donc là, on est vraiment sur de l'internet de séjour quand ils sont sur le territoire. Et enfin, on pratique aussi depuis maintenant 3 ans du marketing automation. On travaille avec une agence. Alors je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on travaille souvent avec des agences extérieures, enfin, pas en interne, à qui on demande des projets, mais en même temps on leur demande de nous former sur ces projets-là pour derrière pouvoir avancer toujours un peu plus et ne pas rester statique et ne pas comprendre ce qu'ils font. Donc on leur demande à chaque fois de nous former. Donc là on a travaillé avec les compteurs par exemple sur le marketing d'automation, on leur a demandé plusieurs parcours d'emailing. Donc, il y a par exemple un premier parcours où les personnes s'inscrivent sur le site pour recevoir un newsletter et on leur envoie chaque mois une newsletter qui s'appelle La Déferlante, sur laquelle on promeut essentiellement des activités marchandes ou non, mais vraiment pour donner envie aux gens de venir. On a un autre parcours qui est plutôt là dédié aux personnes qui réservent leur hébergement en ligne. Alors, ils ont une série de 4 emails dès l'inscription déjà pour les remercier, pour les féliciter, pour voilà, à chaque fois avec des belles images et leur donner envie d'en savoir plus. À 15 jours avant leur arrivée, 3 jours avant leur arrivée, pour leur donner envie de faire des choses en plus, parler de la météo et parler des activités qu'il va y avoir à ce moment-là. Et un dernier qui là vient sur le sujet dont on va parler aujourd'hui, qui est sur la e-réputation, un dernier qui demande leur avis sur le territoire. Et je ne parle pas de d'autres workflows, si vous voulez que j'en parle après, vous pouvez poser des questions ensuite. Donc, le sujet du jour, c'est de comprendre les enjeux de l'e-réputation. Donc, l'e-réputation, c'est quoi? C'est l'image d'une destination telle qu'elle est perçue et diffusée en ligne à travers des avis, des commentaires, des évaluations et des contenus partagés par les voyageurs. Donc, l'e-réputation, il faut savoir que beaucoup, beaucoup de gens lisent des avis en ligne avant de choisir une destination. Je pense que vous aussi, en tout cas moi personnellement, je regarde avant de choisir un pays ou une ville ou un territoire quelconque, je vais regarder un petit peu ce qui se dit, soit en avis, soit sur des blogs, soit sur les réseaux sociaux.
Une réputation positive, elle renforce évidemment la crédibilité d'une destination. Plus on voit de choses positives sur les réseaux et en ligne, plus on a envie d'y aller et plus on y croit. Et enfin, je vous disais tout à l'heure, l'impact sur l'économie locale, évidemment, plus on donne envie de venir, plus on va faire vivre nos prestataires, nos partenaires qui sont les offres touristiques, hébergeurs, restaurateurs et tout ce qui. Donc ça a vraiment un impact sur l'économie locale. Alors, comment une réputation influence les choix des voyageurs? Donc, les voyageurs, ils consultent des avis et donc ils ont plutôt confiance aux commentaires des autres utilisateurs plutôt qu'une communication institutionnelle faite par un office de tourisme. Évidemment, on ne va pas, nous, avoir un discours négatif sur sur notre destination. Et donc, vraiment, les voyageurs font plus confiance. Il y a plus de crédibilité dans le fait que ce soit une personne lambda, autre, qui mettent un avis, qui mettent un commentaire sur un territoire. En plus, les voyageurs sont exposés à des suggestions et des recommandations issues de leur cercle relationnel. Sur notre Facebook, notre Instagram, ce sont nos amis qui nous disent je suis allé faire un tour dans le Cotentin, j'ai adoré aller sur la plage de Suville. Ça aura plus d'impact que si c'est l'office de tourisme qui fait une publicité, même si on en fait. Et enfin, à force de multiplier les plateformes en contenu en ligne, notre référencement est optimisé sur le moteur de recherche et automatiquement, mieux le référencement est, plus on est vu, donc ça a aussi un impact sur l'influence des voyageurs. Donc au final, une mauvaise gestion de cette réputation peut donc être décisive dans la décision de voyager ou non. Alors, quelles sont les stratégies et les pratiques pour gérer une bonne e-réputation? Alors, j'ai le E qui est encore sauté sur surveillance. Donc, surveillance, gestion proactive, encourager les retours positifs et anticipation. Je vais tous vous les décliner ensuite. Donc, la surveillance. Donc, nous, on utilise par exemple, donc on est sur, je disais, 7 bureaux permanents, mais on a aussi un moulin à vent, un phare, donc en tout, on a à peu près 15 adresses Google. C'est très lourd à chaque fois recevoir les avis et y répondre. Donc on a pris un abonnement avec un outil de gestion de veille qui est GasSuite. Mais il n'y a pas que lui, il y a plusieurs outils. C'est très pratique. En fait, c'est une plateforme qui recense tous les avis qu'il y a sur Google, sur GasSuite qui nous propose aussi de mettre des avis, sur le Petit Futé et sur TripAdvisor. Donc ça, c'est vraiment pratique d'avoir une plateforme et ensuite, pour tout ce qui est études d'observation, de pouvoir ressortir statistiquement les notes, la moyenne, le nombre d'avis qu'il y a eu sur toutes les plateformes. On peut aussi faire de la veille sur des outils de blog, des outils d'alerte. Bon, nous, on est chez Scission, donc c'est l'ancien Argus de la presse. C'est payant, mais il y a d'autres outils qui sont gratuits comme Feedly, Google Alert, Talkwalker Alert, où là, vous recevez par email, vous mettez le mot-clé et vous recevez par email les choses qui se disent sur votre territoire. Et enfin, bien sûr, la surveillance sur les réseaux sociaux, on est toujours à l'affût de ce qui se dit sur le territoire, sur nos posts à nous, mais aussi sur des groupes ou sur d'autres posts. Clémentine passe beaucoup de temps aussi à faire de la veille sur les réseaux sociaux pour voir un petit peu ce qui se dit sur nos actions ou sur le territoire. La gestion proactive. Donc, suite à cette veille, on partage les retombées. Par exemple, j'ai mis un exemple concret d'un post qui chez nous marche très très bien. On fait une veille sur les personnes qui ont utilisé sur Instagram notre hashtag Cotentin unique. Et chaque mois, on poste 5, 6, 7 photos, les posts que l'on choisit qui répondent bien à notre ligne éditoriale et qui vont bien sur le mur de notre compte Instagram. On reposte une sélection à chaque fois en taguant les personnes. Donc on leur redemande, à chaque fois on leur demande s'ils sont d'accord pour qu'on utilise leur photo. On ne fait pas sans leur demander. On leur demande, et c'est très 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 rare qu'ils refusent puisqu'ils bénéficient quand même d'une belle audience. On partage leurs photos en les taguant et on le fait sur Instagram et sur Facebook. C'est tous les mois, ou presque, le meilleur post de notre mur. Chaque mois, ce post-là, comme je disais, ça apporte une crédibilité, que ce soit d'autres personnes qui prennent la photo, et c'est vraiment le post qui marche tous les mois. On partage aussi des retombées. Alors, je vous ai mis un petit article, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est peut-être un peu petit. La semaine dernière, on a eu une super retombée sur le JTTF1 sur l'attractivité du Cotentin. Eh bien, voilà, ça, c'est ce type de post-là qu'on peut partager sur
Pas tous les, pareil, hein, pas sur tous les mêmes réseaux sociaux. Là, sur LinkedIn, il a très bien pris. Ça dépend des réseaux sociaux et du message qui est passé, mais on partage sur les différents réseaux, on partage différents posts. Souvent, les retombées presse, c'est sur Twitter et LinkedIn. Les images, les stories, bon, les stories évidemment, c'est sur Instagram et Facebook. Et en gestion proactive, on répond à tous les avis, qu'ils soient positifs, négatifs ou même neutres, on répond à tous les avis. Et je vais vous dire pourquoi. Alors pareil, j'ai mis 3 exemples d'avis. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un avis négatif, un avis positif et un avis neutre. Et en fait, c'est important de répondre à tous les avis, non seulement par respect pour la personne qui a pris le temps de déposer un avis, donc déjà ne serait-ce que de le remercier. Et si c'est un avis négatif, donc là je vous ai mis un avis négatif, jeune femme à peine aimable et avare de renseignements, voici le plan de ce qu'il y a à voir, il faut suivre la ligne, d'où venez-vous? Bon, on assume, hein, c'est un avis négatif sur une de nos collègues. Donc déjà, on lui a demandé ce qui s'était passé avant de répondre, parce que des fois, se peut que les gens qui posent des avis ne soient pas toujours très bienveillants, et c'est peut-être aussi de leur fait, mais quoi qu'il se passe, pour répondre, on remercie la personne qui a pris du temps pour laisser l'avis. On s'excuse s'il faut s'excuser, et là, donc, on a répondu, l'accueil et la qualité de nos informations sont des priorités pour nous. Nous regrettons que vous n'ayez pas reçu l'attention et les conseils que vous méritiez. Nous allons faire le point avec notre équipe. Et on finit par dire, bah, venez vous inspirer ou revenez, on vous attend, et allez sur notre site. Chaque fois, la conclusion est la même, on leur propose de venir sur le site. Ça, c'est l'avis négatif. L'avis positif, bon, bah, c'est plus facile de répondre à un avis positif, hein, mais pareil, on remercie, on personnalise l'avis avec le nom de la personne. Si elle parle de telle ou telle chose, on répond vraiment de manière personnalisée. On ne met pas des réponses standards classiques. Et même si la personne n'a pas mis de texte, mais a juste mis 1, 2, 3, 5 étoiles, on remercie la personne d'avoir fait cette action-là. Donc ça a un intérêt non seulement pour déjà la personne qui a déposé l'avis de voir que effectivement son avis a été lu et compris et entendu, et surtout pour les personnes autres qui vont voir les avis. Comme je vous disais au début, on est très nombreux à aller, 90%, à aller voir les avis et commentaires. Euh, Quand vous allez voir un avis sur un restaurant et que vous voyez qu'il y a un avis pas sympa, mais que le restaurateur répond de manière à chaud, vexé et méchant, ça donne moins envie que le restaurateur qui répond et qui explique qu'il est désolé de la situation, qu'il a peut-être ce jour-là une excuse pourquoi il y a un souci. Et l'internaute, déjà, au moins, a les deux versions quand c'est négatif. Et surtout, quand à chaque avis, s'il y a une réponse, ça apporte quand même comment dire, c'est bien vu de voir qu'on prend soin et on écoute ce qui se dit sur nous. Donc on répond à tous les avis. Et sur les réseaux sociaux, même si on ne répond pas à tous les messages, on met au moins un petit cœur, un petit like, voilà, pour dire ok, c'est bon, j'ai vu ton commentaire, merci d'avoir posé. Et donc une autre action à mener pour la réputation, c'est d'encourager les retours positifs. Donc il y a plusieurs manières de le faire. Donc nous, par exemple, sur le terrain, mes collègues, donc bien sûr, elles sont sensibles aux avis parce que quand elles ont un avis positif, on leur fait savoir, mais aussi quand il y a un avis négatif, évidemment. Donc on leur propose de vraiment, quand elles ont un bon feeling avec des clients, de leur dire, ben, n'hésitez pas à laisser un avis. Et d'ailleurs, on a fait des petites affiches qui sont disposées dans nos bureaux d'information touristique avec un QR code. Et donc à chaque fois, elles leur disent, bah, écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à déposer un avis en flashant ce QR code. Pareil, ce QR code il est présent sur nos éditions. Sur les réseaux, il arrive des fois aussi, quand vraiment on a des commentaires sympas, qu'on leur dise bah, écoutez, si vous voulez nous laisser un avis, n'hésitez pas, et on met le lien vers le questionnaire sur les réseaux. Et comme tout à l'heure je vous disais, en marketing automation, donc quand les gens sont venus sur le territoire, sur le parcours de plusieurs emails qu'ils ont selon ce qu'ils ont fait, le dernier email, c'est un email qui renvoie vers un questionnaire. Là, c'est un questionnaire qui est généré par Guest Suite, et donc ce sont ces questionnaires-là qui sont après nouveau qui apparaissent, la note apparaît sur notre site internet. Ce qu'on peut faire aussi pour encourager les retours positifs, c'est de collaborer avec des influenceurs et blogueurs. Donc attention, c'est une tendance, hein, les blogueurs influenceurs. Nous avons défini une charte d'accueil d'influenceurs et de blogueurs. On ne les paye pas. Déjà, c'est une nouveauté de notre part, on ne veut pas les payer. On ne veut pas
Voilà, on ne peut pas payer. S'ils viennent en Cotentin, ça se mérite. Donc, c'est pas un métier pour nous. Donc, par contre, on leur propose, selon si leurs photos, donc avant, on est très très souvent sollicité. Donc, dès qu'on est sollicité, on va regarder leur réseau social, leur blog, voir un petit peu s'ils répondent à notre éditorial, si les photos sont vraiment comme nous, on veut qu'elles soient l'image qu'on veut dégager du Cotentin. Et là, dans ces cas-là, on peut leur proposer de leur payer un hébergement, par exemple, ou de leur faire des entrées gratuites sur différents sites et musées, et éventuellement de les aider à réaliser leur programme. Ce qui est pas mal sur ce type d'action, c'est que derrière, donc on définit bien, on a vraiment un contrat avec eux où on leur demande selon leur influence, selon les négociations, c'est pas vraiment une négociation, mais qu'on a avec eux, un nombre de stories, un nombre de posts sur Instagram et un nombre de mots sur le blog, par exemple. Et ensuite, ces posts-là, on les repartage. Les stories, souvent, on partage directement. Voilà, ça dépend de ce qui est dit, mais on les repartage. Et même, on en fait des fois aussi des actus sur notre site. Sur notre site, on a un espace blog actualité, et donc on crée une actualité, le Cotentin vu par, on a eu dernièrement Bruno Baldor, on a Hello Travelers, et on a avec les randonnées quelques influenceurs de niche, hein, c'est pas automatiquement des gros influenceurs, hein. Dans la randonnée ou dans le gravel, on a touché des influenceurs qui n'ont pas une grosse audience mais qui sont vraiment de niche, donc c'est des fois beaucoup plus performant que des gros influenceurs. Donc c'est des choses aussi que l'on fait, mais en faisant attention à ne pas les payer et en faisant des contrats avec eux. Et donc, anticipation, donc sur la réputation et sur les avis, on a un travail, on mène un travail qu'on va encore mener parce que c'est vraiment pas facile de faire passer le message auprès des professionnels du tourisme qui prennent vraiment conscience de l'importance de la réputation et qui répondent aux avis. Donc, on a justement négocié avec Guest Suite, pour ceux que ça intéresse, un prix préférentiel pour qu'eux aussi bénéficient de cette plateforme qui recense les avis et sur lesquels ils peuvent répondre. Et vraiment, c'est vraiment un travail quotidien de discuter avec eux, vraiment de les sensibiliser sur l'importance de la réputation. On suit les tendances pour nos réseaux, pour nos actions numériques et pas que. On travaille avec une agence de presse aussi, une agence de com qui nous fait part des tendances. Par exemple, pour l'an prochain, on risque de fortement travailler sur l'itinérance, la gastronomie, le savoir-faire et le développement durable. Ça tombe bien, ce sont que des sujets qui, nous, en Cotentin, on adhère complètement, donc on est dans les tendances. Donc on ne va pas hésiter à faire des posts sur LinkedIn aussi, sur nos actions de développement durable. Par exemple, tout à l'heure, je parlais du label Green Destinations. Voilà, c'est des choses qui vont parler aux visiteurs, parce que c'est vraiment des tendances du moment. Par contre, il ne faut pas délaisser le bad buzz, hein. On n'a pas eu pour l'instant de gros bad buzz, mais on a eu des petits moments de stress des fois où on a vu des photos de nous, enfin qui parlaient de nous et qui étaient erronées, donc c'était plus facile pour nous d'y répondre. Mais voilà, il ne faut pas délaisser ce bad buzz et fermer les yeux. Au contraire, nous on a défini en interne un protocole de gestion de crise où tous les services peuvent être concernés. Donc on a vraiment travaillé avec toutes les équipes. Et voilà, les 4 points qui ressortent du protocole sont réactivité. Voilà, il faut pas fermer les yeux devant un bad buzz, et il faut rapidement répondre parce que sur les réseaux ça peut vite s'enflammer. Et quand il faut répondre à tout le monde et qu'on a 150 messages à répondre, parce que ça sert à rien de répondre à une personne, mais il faut répondre à tout le monde pour que tout le monde voit qu'on a répondu. Donc plus on est réactif, moins le bad buzz va être conséquent. Transparence, il faut dire la vérité, ça sert à rien de cacher des choses. Quoi qu'il se passe, ça se saura à un moment ou à un autre. Donc on est transparent sur les choses, on prouve avec des chiffres, on trouve des solutions pour vraiment que les gens prennent conscience de l'erreur ou pas. On est empathique, hein, il ne faut pas, pareil, à chaud comme sur un avis, répondre de manière agressive parce qu'on est vexé. Il faut être empathique et surtout on est précis dans nos réponses. Et ben voilà, j'ai fini ma présentation du jour et au final, voilà, la gestion de l'e-réputation est incontournable pour toute destination qui souhaite se démarquer dans un environnement touristique compétitif. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci pour cette conférence qui était très intéressante. Nous avons eu quelques commentaires, quelques questions justement dans les commentaires du live.
Donc la première, quel type de média de communication est le plus efficace? Ben, ça dépend de la cible. Ça dépend de ce qu'on veut faire, hein. Comme je vous disais, ils ont tous, selon la cible, selon l'objectif, ils ont tous un intérêt en fait. Donc, c'est pas facile de vous répondre à cette question parce que vraiment, ça dépend de l'action que vous voulez mener, ça dépend de la cible, ça dépend de plein de choses. Désolée, je fais une réponse Il n'y a bien pas de large. problème, je vais rejoindre une autre question qui était, donc une personne a dit, vous avez justement parlé de cibles sur les réseaux sociaux, quelles sont les cibles? Et dans ce cas-là, comment est-ce que quels sont les médias qu'on peut utiliser pour mieux communiquer auprès de ces cibles sur chaque réseau? Alors nous, notre cible, déjà pour l'Office du tourisme, on est sur une cible Grand Ouest parisien, court séjour, on est sur des séjours 3 jours, Grand Ouest parisien, plutôt un loisir actif, hein, on n'est pas une destination plage, donc consommateur actif. Donc après, eh ben, évidemment, selon les cibles, on diffuse des messages différents. Facebook, on est pas mal sur du local. Alors quand on est sur notre page Facebook classique, hein, je ne vous parle pas de posts sponsorisés, parce qu'on fait aussi des campagnes sponsorisées où là vraiment on définit les cibles selon ce qu'on veut y vendre. Mais notre page Facebook, on est plus sur du local. Bon, Facebook c'est un peu plus vieillissant, hein, je pense que tout le monde le sait. Local ou expat. Par contre, on fait des campagnes sponsorisées sur les réseaux sociaux. Alors, je sais que je ne l'ai pas détaillé. On mène 3 actions sponsorisées. On fait du boost classique. Donc là, c'est-à-dire qu'on a un poste et on y met dessus en général 20, 30 euros pour faire remonter ce poste-là sur notre cible existante, hein. On fait des campagnes sponsorisées essentiellement sur des actions commerciales, c'est-à-dire qu'on fait une campagne sur la billetterie pendant tout l'été. On a une campagne qui dure 8 semaines, chaque semaine une URL différente dédiée. Et là, on est sur une cible de personnes qui est connectée sur le territoire, parce que c'est vraiment de la billetterie du jour au lendemain, hein. Donc on est sur une cible de personnes qui est connectée sur le territoire, plutôt 25-45 ans, qui est attiré par la nature, les activités nautiques, etc. Et là, vraiment, on travaille à chaque fois selon les campagnes. On va faire une campagne en décembre sur les cadeaux de Noël. Achetez vos cadeaux à l'Office du tourisme. Voilà, clairement, on est sur une cible locale qui est intéressée par des produits, par les cadeaux, tout ce qui suit. Donc vraiment, ça dépend à chaque fois de ce qu'on y fait. Sur Instagram, on est sur du local, mais pas que. Un peu plus jeunes que Facebook. Sur TikTok, je vous disais, on pense que c'est des jeunes, mais pas que non plus. Moi, personnellement, je suis maman d'adolescents et je suis sur TikTok, par exemple, pour voir un peu ce que mes enfants regardent. Donc, on a aussi ce type de cible comme moi, mais aussi des jeunes. Donc là, Clémentine a réussi à trouver l'orientation à prendre au niveau des vidéos, qui sont plutôt des vidéos punch, dynamiques, courtes. Et ce ne sont pas du tout les mêmes types de vidéos qu'elle poste sur Instagram, par exemple. Et LinkedIn, je disais, c'est plus pro quand même. C'est vraiment une cible pro. Et là, orienté tourisme, mais pas que non plus. Une autre question, comme vous l'aviez proposé, quelqu'un a demandé si vous pouviez préciser les méthodes de marketing automation. Alors, les méthodes. Donc, là, on travaille avec l'agence Les Compteurs et on est sur l'outil Brevo, qui est un outil d'emailing. Et par exemple, le premier parcours qui est le parcours principal où on a un pop-up, on met des pop-up sur le site. Donc, pop-up, c'est des petites choses qui apparaissent sur le site quand on se connecte et qu'on est au bout de 10 secondes sur le site. On met des petits pop-up en disant vous voulez en savoir plus, recevez notre magazine. Donc là, les gens s'inscrivent, donnent leur email, c'est évidemment le RGPD, hein, tout est RGPD friendly, hein. Et là, on récupère l'email qui automatiquement de notre site va sur Brevo. Donc, vraiment, pour nous, c'est une opération transparente, hein, on n'a pas à saisir et tout. C'est directement connecté avec Brevo, c'est des API, des passerelles que notre agence web fait avec Brevo. Et donc, on est arrivé à 40 000 mails là, depuis 3 ans. Et alors, sur Brevo, on crée des templates, on crée des emails types qui sont automatiquement envoyés de manière, alors là, mensuelle, la déferlante, c'est nous qui la faisons, mais sinon, ce sont des emails qui sont automatiquement envoyés selon comment dire, selon le comportement de la personne. Par exemple, pour quelqu'un qui réserve un hébergement, pareil,
pour réserver un hébergement, ils donnent leur email pour pouvoir s'inscrire. Alors, un email est envoyé sur une liste définie qui s'appelle parcours 1 hébergement. Et là, pareil, on sait, comme il a réservé l'hébergement, on sait qu'il va arriver le 12 octobre. Alors, on a défini des timings sur l'outil Brevo. À 10 jours avant le 12 octobre, il va recevoir un email que l'on a préconfiguré. C'est toujours le même email, hein, mais c'est comme c'est des informations dynamiques de notre site avec des choses qui bougent sur notre site. Voilà, nous, on n'a pas à travailler sur l'email. Et automatiquement, ils reçoivent l'email. Est-ce que j'ai répondu à la question ou est-ce que je vais un peu plus loin? Je pense que la première réponse est déjà bien. Et puis, si jamais vous voulez en commentaire des précisions, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, nous avons également la question « Quel conseil donneriez-vous à une PME pour booster son e-réputation ?» Alors, ça va dépendre de pas mal de choses. Déjà, de ce que fait cette PME. Est-ce que l'image, est-ce que les produits faits par cette PME, est-ce que la prestation, est-ce que l'image est importante? Déjà, moi, alors voilà, ça dépend, mais je pense que c'est important de valoriser ce que vous faites, votre savoir-faire. Donc, ça peut être des reportages photos sur ce que vous faites en entreprise, présenter vos services. Ça dépend si vous voulez toucher une clientèle ou des partenaires. Voilà, ça va dépendre de pas mal de choses en fait. Mais c'est pas mal déjà de se présenter. Donc après, si vous allez sur des réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook, si vous y allez, il faut y aller. Il ne faut pas y passer et mettre un post par mois. Ça ne sert à rien. Il faut que cet Instagram vive. Donc il faut avoir quelqu'un qui est vraiment dédié à ça, qui a toujours le même discours. Soit vous vous dites, OK, on part sur l'humour, on part sur, je ne sais pas. Il faut définir vraiment une ligne éditoriale. Quel ton on apporte sur notre réseau social, quelle cible on veut avoir et qu'est-ce qu'on y poste et comment on poste. Nous, par exemple, on a défini une ligne par réseau social. Par exemple, sur Instagram, on a défini de mettre une vidéo courte, puis une image avec des humains dessus, puis une image de paysage et patrimoine. Et à chaque fois, notre mur, il est orienté comme ça. Et à chaque fois, on se dit, on fait un texte qui décrit un petit peu de quoi on parle. On y met 2-3 hashtags, pas plus. Hashtag Cotentin unique, hashtag vacances, enfin voilà, ça dépend de la photo. Et on tag des personnes. Parce que si vous taguez des personnes avec qui vous travaillez, qui sont sur la photo, qui sont en lien, eux vont avoir une notification et vont pouvoir repartager votre post. Et là, à force, vous créez un engrenage. Mais il faut vraiment définir un calendrier. Nous, on a un calendrier éditorial. On utilise l'outil Trello, qui est un outil gratuit, où chaque semaine, on se dit, OK, bah là, sur Facebook, on va mettre un post sur des gens qui font de la randonnée. Sur Instagram, on va mettre une vidéo sur un patrimoine. Sur LinkedIn. Et là, vraiment, on ne poste pas 4 posts dans la journée. On a un rythme de posts, mais qu'on anticipe longtemps à l'avance. C'est peut être difficile de trouver des idées, donc c'est bien de les réfléchir en amont. On se calque aussi sur les marronniers, par exemple, pour les podcasts, il y a la fête du podcast qui arrive bientôt, on va parler des podcasts. On rebondit aussi sur des choses comme ça, sur des marronniers. Mais on peut aussi rebondir sur des actualités. Une retombée, TF1 parle du tourisme et du développement durable, hop, on se dit OK. Donc c'est bien d'avoir un calendrier éditorial anticipé, mais il faut aussi penser aux choses qui peuvent arriver comme ça à l'instant et être disponible et être là pour poster. Donc c'est vrai que c'est quand même un lourd travail, hein. C'est pas quelque chose qu'il faut délaisser. Si on va sur les réseaux sociaux, il faut être dynamique, actif et surtout, évidemment, comme je disais, répondre aux gens qui vous mettent un commentaire. Et ça génère, en plus, plus votre post génère des commentaires et des likes, plus il monte sur les murs, c'est l'algorithme de Meta. Donc il faut vraiment y être présent. Donc après, voilà, une PME, tout dépend de l'activité qu'elle propose et tout dépend de ce qu'elle veut montrer et de qui elle veut toucher. Merci beaucoup. Et pour le moment, la dernière question est: quelle est la tendance du moment pour la région Normandie, pour l'Office du tourisme pour cette période de septembre? Alors, la tendance du moment pour septembre,
Nous, dans le Cotentin, on est sur plutôt du slow tourisme. On est sur des connexions, on est sur une cible couple sans enfants, jeunes et seniors, randonnée. À part que là, je suis en train de vous parler et j'ai la fenêtre qui est juste devant moi et la randonnée avec un parapluie, c'est pas super agréable. Mais cocooning, yoga, vraiment cool, cool. Super, merci beaucoup. Donc je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Merci beaucoup. Merci. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour la suite de la rentrée digitale.